Bonjour à tous. Bonjour aussi également l'invité. Merci d'être venu assister donc à cette journée sur le thème de la cybersécurité, durant laquelle, comme vous l'a expliqué Françoise, vous allez pouvoir assister à de nombreuses présentations, de nombreuses démonstrations aussi également dans les différents ateliers. Et journée que nous allons introduire avec une table ronde sur un sujet qui, je pense, vous intéresse tous, puisqu'on va parler de la gestion de crise et notamment quels sont les éléments qui vont faire qu'on va pouvoir réagir à une crise. Donc, pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, bien entendu, c'est un thème d'actualité. Dominique Riban vous en a parlé. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une croissance des attaques qui est extrêmement importante. Il y a effectivement des impacts sur les entreprises aussi qui sont de plus en plus importants. On parle bien entendu de vol de données de façon très fréquente, mais on parle de plus en plus aussi d'arrêt de production. Donc, des entreprises qui n'ont pas su justement gérer cette crise, gérer cette attaque, et qui se sont retrouvées, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Riban, avec un arrêt du système complet, un arrêt d'un système industriel aussi. On le voit de plus en plus, des attaques qui s'en prennent justement à ces systèmes industriels et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Donc l'idée, c'était de pouvoir échanger avec vous et avec nos différents experts sur ce sujet, essayer de donner quelques pistes, de vous donner justement une vision un peu différente de la crise, de comment l'aborder, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Une crise peut arriver, peut nous arriver à n'importe lequel d'entre nous, et donc il vaut mieux y être préparé et savoir comment réagir. Donc pour discuter de ce sujet, on a autour de la table 4 invités, en commençant donc par Dominique Riban, qui est le directeur de l'agence monégasque de sécurité numérique. Nous avons Jérôme Seize, qui est donc aussi autour de cette table en tant que consultant cybersécurité et spécialisé notamment dans les exercices de gestion de crise. Luc Vignancourt, qui représente plutôt le domaine de l'assurance, puisque Luc travaille pour les groupes et nous apportera justement un regard un peu différent, qui est celui de l'assureur. Hervé Troilic, qui est aussi présent avec nous, est directeur donc, de l'offre cybersécurité pour Anteo, qui est une entité de Sodi France, et qui interviendra notamment pour vous donner un retour d'expérience d'une crise qu'il a eu à gérer pour le groupe, et donc vous expliquera aussi concrètement comment s'est déroulée cette gestion de crise. Voilà, donc au travers des différents intervenants, on va essayer d'adresser ce sujet. Je vais leur donner la parole à chacun, et puis après on gardera un temps suffisamment long pour que vous puissiez justement poser vos questions. On a eu pas mal de questions posées au travers de l'invitation. Donc voilà, bien entendu, s'il y a des questions dans la salle, je vous donnerai la parole. Sinon, on enchaînera avec des questions qui ont été posées dans l'invitation. On va démarrer donc avec vous, Monsieur Riban. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, la MSN a eu à intervenir ces derniers temps sur de nombreuses crises. Quels conseils pourriez-vous donner pour préparer ces situations qui sont quand même très souvent complexes à gérer? Je vais dire, ça y est, on est dans la crise. En fait, il y a 2 éléments que je voudrais donner. D'abord, c'est l'attitude des gens dans la crise, qui est important de savoir et de connaître, parce que ça, il faut le gérer, et c'est souvent là que ça va être le plus important au départ. En fait, quand il se produit un incident, en général, il y a d'abord un déni de l'incident. Les gens ne veulent pas le croire, non, c'est pas possible, c'est rien, c'est trop rien. Donc ils ne veulent pas admettre qu'il y a un incident. Donc ça traîne. On traîne à réagir. Ensuite, quand ils réalisent qu'effectivement il y a un abattement, il y a un abattement des personnes, les gens sont complètement effondrés, je suis foutu, je ne pourrai plus rien faire, c'est terminé, etc. Et puis, ensuite, on a envie de faire, mais de faire vite. Et là, c'est là où il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Il faut prendre un temps de réflexion. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire, le faire en ayant conscience des conséquences que ça peut avoir à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les attaquants. Il faut se mettre à leur place. Eux, ils cherchent à tirer le maximum de leur attaque.
Et donc, c'est vraiment un jeu d'échecs. Et à chaque fois que vous déplacez un pion, lui va en déplacer un autre. Et donc, si vous n'avez pas réfléchi au coup suivant, vous allez très rapidement être débordé. Et puis, ensuite, il faut définir, il y a les actions en moyen, court, etc. Et alors, une phase, la préparation, une crise, ça se passe en trois volets, trois phases. La première phase, c'est la préparation. Alors, je veux dire, on ne sait pas quand elle va arriver, effectivement. Mais raison de plus pour s'y préparer. Il faut d'abord connaître ses faiblesses, connaître les faiblesses, qu'elles soient matérielles, techniques, humaines. Il faut les connaître. Il faut bien connaître son personnel, sur qui on va pouvoir s'appuyer. Quelles sont les compétences des gens? Ça se prépare. Et on n'est pas obligé d'avoir forcément dans l'entreprise toutes les compétences. Mais ça veut dire qu'il faut savoir où on va aller les chercher le jour où il y a la crise. Il faut connaître son système d'information. C'est pas pour rien qu'une des règles qu'on demande aux opérateurs importants digital est de connaître l'architecture de leur système. Quand on arrive sur une crise et qu'on dit donnez-nous les plans et l'architecture de votre système et qu'on a en face un grand poisson rouge qui bouge la bouche mais qui ne nous donne rien, eh bien on est bien embêté parce que imaginez un pompier que vous allez faire rentrer dans un immeuble en feu et qui n'a pas les plans. Eh bien il ne rentrera pas. Et c'est exactement le même système. Donc il faut connaître son architecture de son système. Enfin, il faut avoir une organisation préparant tout le monde à tous les niveaux à gérer la crise. Quand je dis à tous les niveaux, ça va du plus petit au plus grand de l'entreprise. Ça se prépare, y compris dans la communication. Qui va parler? Qui va préparer la communication? Qu'est-ce qu'on va dire? Et ça, ça se prépare avant. C'est pas au moment où il y a des journalistes devant la porte qui attendent le directeur général à sa sortie qu'il va falloir dire mince, qu'est-ce qu'on dit? C'est trop tard. Ensuite, il y a la deuxième phase, c'est la crise elle-même. Donc, première chose à faire, c'est finaliser ce plan de communication interne et externe. Vous allez me dire, c'est peut-être pas l'essentiel. Si, c'est essentiel. Parce que les conséquences peuvent être extrêmement lourdes derrière si la communication est mal faite. Ensuite, il faut rendre compte. Il ne faut pas hésiter à aller dire à ses patrons, bah ouais, on a une crise, on a un problème, on verra après pourquoi, mais pour l'instant, il faut la gérer. Et plus vous sensibiliserez rapidement vos patrons, les patrons, plus la crise sera gérée proprement. Et quand je dis rendre compte, c'est aussi rendre compte éventuellement à vos autorités de tutelle et pour les opérateurs d'importance vitale, bien évidemment, à la SNCF. Ensuite, il faut préparer l'assistance. Comment on va se faire assister? Et ça, si on l'a préparé avant, ça va être relativement facile de mettre en branle toutes les assistances dont on va avoir besoin. Ensuite, réagir. Réagir avec réflexion. Donc d'abord, comprendre ce qui s'est passé. Et ne pas commencer à tout débrancher dans tous les sens, sauf s'il y a vraiment une urgence. Si c'est un crypto-locker, évidemment, il faut mieux couper le plus vite possible et isoler les machines qui sont concernées. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une APT par exemple, il faut éviter de donner l'alerte à l'attaquant qu'on a repéré. Parce que là, vous avez un risque. Et dans un des cas qu'on a traité, l'attaquant avait non seulement été rentré dans le système, mais avait mis en place de quoi détruire tout le système. Donc il avait repéré qu'on l'avait cerné, le risque était qu'il appuie sur le bouton et que tout soit détruit. Donc il faut bien réfléchir avant de savoir ce qu'on fait. C'est extrêmement important. Ensuite, il faut essayer de circonscrire, bien sûr, l'attaque. Et là, de l'importance d'avoir des systèmes d'information bien bâtis, bien segmentés, de façon à ne pas laisser s'étendre l'attaque. Ensuite, il faut préparer ce qu'on appelle la bascule, c'est-à-dire l'organisation. Donc, tout se prépare. On prépare tout ce qu'il y a à faire. On établit une liste avec des responsables, un calendrier et un suivi au jour le jour. C'est seulement après, une fois que tout ça est établi, que l'on peut mettre en branle les actions. Les actions avant la bascule, c'est-à-dire on prépare des choses, on en profite pour faire des mises à jour, pour vérifier qu'il n'y a pas des vulnérabilités qui n'ont pas été bouchées, pour vérifier qu'il n'y a pas des systèmes obsolètes. Ça, si vous changez un routeur qui est obsolète, l'attaquant il va dire bon, ben, c'est la maintenance normale, ça ne l'inquiétera pas. Par contre,
Si vous fermez tout d'un coup, vous fermez une porte sans savoir par où est rentré l'attaquant, et en général ils ont plusieurs portes, parce qu'à partir du moment où ils sont entrés d'un côté, ils essayent d'ouvrir d'autres portes pour le cas où la porte se ferme, et revenir par ailleurs. Donc il faut vraiment se préparer et bien avoir. Et puis après, à un moment donné, on dit top, on débranche tout, on reconstruit en quelque sorte le système, et ensuite seulement on peut rouvrir petit à petit en contrôlant que évidemment l'attaquant ne revienne pas. Et puis ensuite il y a l'après-crise. Là c'est pas fini. Après-crise, l'après-crise c'est le jour d'après, on prépare le prochain jour d'avant. On réfléchir un peu, mais oui, le rétex, ça permet de préparer ce qu'on va faire la prochaine fois qu'il y aura une crise. Donc de remettre à jour son plan de crise, de dire voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et ce rétex, il doit être journalier pendant la crise. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Qu'est-ce qu'on n'avait pas prévu dans la gestion de crise et qu'il faut qu'on rajoute? Et ça se fait au jour le jour. Un truc tout bête. Une crise, tout le monde vient sur le pont, les boîtes sont souvent pas grandes, il n'y a pas beaucoup de monde. Tout le monde va travailler pendant 48 heures, ouais, mais après. Lui, l'attaquant, il attend, hein. Il n'est pas pressé. Donc, si vous n'avez pas prévu des relais, si vous n'avez pas prévu de la logistique, si vous n'avez pas prévu de pouvoir faire tourner vos équipes, si vous n'avez pas prévu de pouvoir les faire manger, ça paraît bête, mais ça, c'est pour le dernier moment, à 10h du soir, en disant mince, tiens, la boîte à pizza, elle est fermée, avec quoi je vais les nourrir? Donc tout ça, ça se prépare et il faut vraiment faire ce retour d'expérience. Et enfin, derrière, il faut un plan d'action pour continuer de consolider le système. Et souvent, ce plan d'action, il va durer 1 an, 2 ans, voire plus. Et il faut profiter de la crise pour aller demander aux autorités, aux chefs, aux responsables, les moyens. Ils sont sensibilisés. 1 mois après, c'est fini, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Oh, qu'est-ce qui vient encore m'embêter d'essayer de me demander des sous pour vous racheter des pare-feux? C'est bon, on a vu la crise, c'est fini, on a géré. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est là où il faut dire, voilà, le plan d'action, si on veut terminer la crise, voilà ce qu'il faut mettre en place. Et puis enfin, on va pouvoir éventuellement se reposer un petit peu. Mais pas trop longtemps quand même. Je reprends mon Richelieu. Il est difficile de faire de mal faire lorsqu'on y a pensé auparavant. Il est difficile de mal faire lorsqu'on y a pensé auparavant. La gestion de crise, c'est cela. Merci beaucoup. Donc, je pense que... On a beaucoup parlé de préparation. Jérôme, tu accompagnes donc de nombreuses sociétés dans cette préparation. Comment ça se passe concrètement? Comment on met en place une préparation efficace et comment on prévoit quand la boîte à pizza peut être disponible? Alors, c'est très important. La boîte à pizza, c'est très très important. Et c'est pas une blague. La partie logistique est très importante. Et une toute petite parenthèse, mais sur des très grosses crises, notamment du type WannaCry, ils ont communiqué dessus, Saint-Gobain notamment. C'était ultra bien organisé. Il y avait même un médecin qui était là en permanence et qui prenait soin des intervenants, des gens de la société, en disant bah, toi, ça fait trop longtemps que tu as travaillé, ta tension est en baisse, tu rentres à la maison. Voilà, ils avaient un roulement comme ça. Et ils avaient un traiteur qui était là pendant toute la durée de la crise et qui gérait l'opérationnel et la cantine. Donc c'est super important. Pour en revenir à la préparation, quand on pense préparation, on pense évidemment à exercice de crise. En revanche, ce qu'on ignore souvent, c'est que l'exercice est le dernier élément d'un processus beaucoup plus long. Si on se contente de faire un exercice, tout ce qu'on va observer, c'est que l'entreprise, l'organisation est un poulet sans tête, court un peu n'importe comment comme un poulet sans tête, ou reste figé dans les phares, et on va apprendre à la dure qu'on n'est pas prêt. De manière plus intelligente, l'exercice doit arriver à la fin d'un long processus de préparation qui commence bien avant, bien en amont, par une identification des risques. Ça, tout le monde est d'accord, je pense qu'on le fait tous, ou j'espère en tout cas qu'on le fait tous. Ensuite, la préparation va être une priorisation. Donc on va prioriser ce que l'on veut tester. Donc un exercice que l'on imagine déjà bien longtemps en avance est là pour tester une partie de l'organisation, un process. On a tendance à imaginer que l'exercice va être global, qu'on va tester une crise, donc on va mettre en action et sous tension tous les éléments de l'entreprise.
on le fait, ça arrive, mais là aussi, c'est après de nombreux premiers exercices qui sont des exercices de pointe en silo, qui vont tester une chaîne de commandement particulière, qui vont tester une menace particulière, qui vont tester la perte d'un élément particulier. En commençant petit et sur des périmètres maîtrisés, on va pouvoir avancer progressivement et renforcer la résilience, évidemment, de l'organisation. Le but de l'exercice, au final, est de tester la mémoire musculaire de l'entreprise. Cette mémoire musculaire, on doit donc l'entraîner, mais avant de l'entraîner, il faut l'avoir appris. Et c'est tout pareil, quand on s'entraîne, un sportif s'entraîne, quand un militaire s'entraîne, il y a des gestes qui sont répétés sans cesse, de manière à ce que lorsque on doit les répéter sous stress, et finalement une crise c'est du stress pour l'entreprise, on a coutume de dire que souvent en conditions de stress, on perd 70% de ses moyens, ce qui veut dire que les 30% qui restent sont dévolus à l'adaptation à ce qu'on n'a pas pu prévoir. Donc si on remonte et qu'on fait un petit rétro-planning, on perd 70% de nos capacités, et ce qui vaut pour un être humain vaut pour l'organisation. Il nous reste 30% pour gérer ce qui, par définition, est imprévisible, puisque la définition de la crise, c'est l'imprévisible. Donc ça veut dire qu'il reste 0 pour faire ce qui doit être prévu. Donc il faut vraiment des processus, que la mémoire musculaire soit là. Donc la préparation commence par créer de vrais processus. Des processus, alors on a parlé de communication externe et interne, mais quand on parle de communication interne, on parle surtout de transfert de l'information. À partir du moment où la crise est perçue, le premier élément, le premier déclencheur de la crise, comment tout ça va remonter, va irriguer une entreprise, par quel canal? On se rend compte très souvent qu'il suffit de couper l'email, il suffit de couper un moyen de communication, et tout s'écroule. On imagine que des gens seront à leur poste, ils ne le sont pas. On imagine que des gens seront joignables, ils ne le sont pas. On imagine que des systèmes sur lesquels on va s'appuyer pour reconstruire seront prêts, ils ne le sont pas. Beaucoup de mes clients, initialement, avant d'entamer ce processus de préparation, me disent « Nous, c'est bon, on a un PCA, on a un PRA, on est blindé. » Ça n'a strictement rien à voir. J'ai confiance dans l'existant. On n'a pas confiance dans le réseau. Comment on gère un système qui est à l'arrêt, qu'on ne peut pas remettre en route, parce qu'on n'a aucune confiance, et qui contient évidemment tous nos systèmes de communication. Toute la difficulté est là. Donc ce qu'on va faire dans la préparation, et là je reviens donc sur la question de comment on accompagne les entreprises, on va déconstruire petit à petit tous les processus de remise en route des systèmes. Et on va les reconstruire de manière à s'assurer qu'ils soient fonctionnels, même si l'entreprise n'a plus aucune communication. Donc oui, tout le monde va utiliser WhatsApp, on va essayer de faire un peu mieux que ça, mais on va commencer à mettre en place des process qui permettent à tout le monde de rester informé, de communiquer, sans passer par un réseau qui est soit par terre, soit plus de confiance. À partir de là, on va créer des échelons de décision qui n'existent peut-être pas forcément, on va les clarifier aussi, on va expliquer aux dirigeants qu'il n'a pas à être dans la cellule de crise, donc il faut aussi préparer une cellule de crise. Le dirigeant, par son poids hiérarchique, va écraser souvent les choses. Donc on va créer une cellule de crise, un noyau évidemment, qui va être enrichi en fonction de la crise par des experts. On va mettre en place toute cette organisation-là. Ensuite, on va donner aux gens les moyens d'avoir compris, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre quels sont les process. On va écrire, on va faire des fiches réflexes, on va faire des choses comme ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir lancer un exercice, alors soit un exercice assez vertical pour tester une crise en particulier, la perte d'un moyen de communication, la perte d'un système particulier, ou à la fin d'avoir un vrai, comme on va parler sur la préparation, un véritable exercice transverse où là tout le monde est concerné. Donc on va parler à la presse, on va briefer les dirigeants, il va y avoir une vraie pression médiatique, il va y avoir une pression aussi des fournisseurs, il va y avoir une pression réglementaire, juridique, voilà. Mais ce type d'exercice-là, qui est celui qui est le plus visible en général quand on parle d'exercice de crise, est généralement le dernier exercice qu'on fait, parce que si on ne s'y prépare pas solidement à l'avance, c'est du temps et de l'argent perdu et du stress tourné. Et ensuite, effectivement, il y a le rétex. Finalement, l'exercice de crise, c'est une crise à blanc, hein, donc autant profiter du rétex aussi de cette crise à blanc. Et là, on découvre beaucoup de choses. Hein, et je suis intervenu sur une crise, une vraie crise pour le coup, d'un client qui pensait être plutôt bien protégé, sauf que l'attaque a ciblé la gestion des entrepôts. Donc les systèmes industriels qui géraient les entrepôts étaient par terre. Les entrepôts sont devenus complètement chaotiques. Il était impossible de préparer des commandes. Donc la production, qui était un peu le cœur de métier de ce client-là, n'était pas touchée. Mais la production ne peut pas continuer à produire tant que les entrepôts sont remplis jusqu'au dernier étage.
Les chariots automatisés qui sont chargés d'aller prélever ce qu'il faut pour les commandes ne sont plus opérationnels. Et là, on avait vraiment le cas d'une organisation qui a découvert du jour au lendemain qu'elle pouvait courir comme un poulet sans tête, tout simplement parce que ce qu'elle avait prévu comme étant critique chez elle, finalement, ce n'était pas ce qui avait été protégé, pas que, c'était aussi l'entrepôt. Donc voilà, l'exercice sert à voir tout ça, mais encore une fois, et pour résumer, un exercice n'est viable que s'il arrive à la fin d'un processus très long de préparation. Et ce processus de préparation, c'est mettre en place des process, les communiquer efficacement à tout le monde et ensuite les tester de manière isolée. Merci beaucoup Jérôme. Donc on comprend bien que cet exercice est nécessaire, cette préparation est nécessaire également. Pour passer la parole à Luc, il y a beaucoup de questions autour du positionnement d'assurance par rapport à cette gestion de crise. Comment aujourd'hui, dans le cadre d'une réaction à cette crise, l'assureur va pouvoir amener son support? Alors, l'assureur aujourd'hui, il va amener son support sur deux grands domaines, la partie assistance à la gestion de crise et la partie financement. Et pour bien comprendre comment ça marche, je veux juste repositionner un peu ce qu'est l'assurance cyber. Commencer par des négations, parce que j'ai pas autant de citations que vous, donc je commencerai par des négations. Déjà, l'assurance cyber, c'est pas l'assurance RGPD. Ça n'a rien à voir avec le RGPD. Ça me fait très plaisir d'entendre que le mot RGPD n'a pas encore été cité aujourd'hui. Donc, l'assurance, c'est pas l'assurance RGPD. Et puis la deuxième négation, l'assurance, eh ben, ça ne va absolument pas remplacer tout ce qui vous a été présenté avant. L'assurance, ça va être juste quelque chose qui va venir compléter cet ensemble de préparation de mesures. Et imaginez un instant que si on s'assure, après on est tranquille, on peut dormir tranquille. Bon, on ne sera pas tranquille parce qu'on va payer des prix, donc ça sera mal. Mais en plus, ça ne servira à rien parce que l'assurance, elle ne va pas aider l'entreprise à redémarrer, elle ne va pas permettre à l'entreprise de survivre, elle ne va pas aller rechercher les clients pour le compte de l'entreprise, donc ça ne pourra pas compenser. L'assurance, ça va plutôt être un moyen d'aider l'entreprise dès le début, au début de la crise, pour la conseiller, voire l'aider à prendre les bonnes décisions et surtout l'aider à l'orienter vers les bons interlocuteurs. Si on est sur une crise avec des crypto-lockers par exemple, si c'est des ransomware qui sont très connus parce qu'ils sont diffusés en masse, on sait à peu près comment on les gérer. Là, l'assureur, l'assisteur qui accompagne l'assureur peut être à même de dire bon, bah, là-dessus, on sait que quand on paye la rançon, parce qu'elle fait un bitcoin, quand on paye la rançon, on récupère tout, donc on peut y aller. Par contre, on a vu le cas où il y a des rançons qui s'élèvent plus près de 500 000, voire 1 million d'euros. Là, on dit, là, quand il y a une demande comme ça, il n'y a pas photo. Il faut d'abord passer vers les autorités et voir avec elles comment ça va se gérer, parce que ça dépasse largement les capacités de choses. Donc, c'est accompagner l'entreprise au début de la crise, le mettre à sa disposition. Dans l'assurance cyber, aujourd'hui, la plupart des assureurs mettent en commun avec l'assurance, il y a une partie assistance. En fait, donc, les entreprises qui sont assurées en cyber vont avoir une hotline qui est ouverte 24/24, 7 jours sur 7, sur laquelle ils vont appeler lorsqu'ils vont avoir un soupçon de crise, quand il se passe quelque chose, et ils vont avoir une personne avec qui ils vont pouvoir en discuter pour essayer de voir ce qui se passe. Est-ce que la crise, c'est quelqu'un vous a envoyé une lettre recommandée en disant j'ai trouvé mes données sur le web. Donc dans ce cas-là, on va le mettre en relation avec un avocat qui va lui permettre d'aider à se défendre. Ou alors j'ai mes systèmes qui sont bloqués par un crypto-locker. Donc là, on va lui mettre en contact avec une société de service. Si l'entreprise n'en a pas à sa disposition, on lui propose une société de service qui va voir avec elle ce qu'il faut faire, comment on peut le faire. Et puis vraiment, c'est surtout sur les premières réactions, parce qu'après, le plus souvent et le plus efficace, c'est surtout de faire retravailler les partenaires habituels de l'entreprise et puis bien sûr les autorités, parce qu'aujourd'hui ça travaille vraiment ensemble. Donc ça c'est sur la partie assistance qui permet en fait d'avoir le premier appel, savoir qu'au lieu de rester pris dans les phares ou courir comme un poulet décapité, quand on décroche le téléphone, c'est déjà plus organisé comme ça. Après, la deuxième partie, là où l'assurance va aider, en fait, ça va être le rôle de financement.
Donc vous avez évoqué le cas d'entreprises qui se retrouvent bloquées, avec les entrepôts qui ne peuvent plus délivrer des produits, parce qu'on ne sait pas où sont les produits, on ne sait pas où on doit les envoyer. En fait, l'assurance, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, une fois que la crise va être terminée, elle va prendre le total des factures et puis on va rembourser. Donc, on va rembourser l'intégralité les dépenses que l'entreprise a engagées. Donc quand il faut faire appel à des consultants spécialisés, ou alors faire travailler ces gens en supplémentaire, ou alors commander des pizzas, prévoir les nuits d'hôtel, tout ça, c'est les frais qui sont liés à la crise cyber, qui sont pris en charge par l'assurance. C'est vraiment la totalité des dépenses que l'entreprise va engager. Quand on a sur des sinistres un peu plus gros, comme vous avez évoqué par exemple sur l'entrepôt, derrière, si on ne délivre pas les produits, ça veut dire que derrière, on ne vend pas. Donc l'assurance, à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prendra en compte le chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé. Vous avez une prévision de vente de X par mois, et puis là, ça s'est effondré. On voit dans les comptes que le chiffre d'affaires s'est effondré dans le mois qui suit la crise, et bien on va prendre la différence. Et le troisième, donc les dépenses, les pertes de chiffre d'affaires. Et la troisième volet de dépenses, si on revient là, c'est un peu plus proche du RGPD, lorsqu'il y a des données qui vont fuir, ou alors même on peut imaginer aussi le cas où le système d'entreprise, le système d'information d'entreprise va être utilisé par les pirates, par les attaquants, pour générer une attaque contre une autre entreprise. À ce moment-là, l'entreprise qui a quelque part été défaillante dans la sécurisation de son système peut être tenue responsable des dommages qu'aura subi l'entreprise qui s'est fait attaquer. Et donc à ce moment-là, c'est l'assurance responsabilité civile cyber, donc l'assurance cyber, qui va prendre en compte et va indemniser le tiers qui a été attaqué par les systèmes de l'entreprise, même et heureusement uniquement si c'est à l'insu de l'entreprise. Parce que si c'est un acte volontaire d'entreprise, c'est plus d'assurance, et là on n'interviendra pas. Donc c'est vraiment cette partie de financement. En fait, voilà, l'assurance, c'est le volet assistance. C'est aussi ce que normalement on m'interdit de dire, mais je le dis quand même, pour le RSSI qui prépare sa gestion de crise, qui doit évoluer comme tout le monde dans l'entreprise avec des contraintes budgétaires. Il a un budget, il ne peut pas dépasser pour préparer sa crise, pour faire sa prévention. Le jour où il y a un sinistre, grâce à l'assurance, ça devient open bar. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle s'est assurée, ça veut dire qu'elle a acheté chez un assureur une capacité financière qui sera mise à disposition de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous avez une attaque cyber, le RSSI, quand il va devoir réagir, il ne va pas chercher à faire des économies. Au contraire, il peut mettre les ressources nécessaires, la qualité nécessaire pour être certain de faire fonctionner l'entreprise et de la faire redémarrer le plus vite possible. Et ça, c'est pris en charge par l'assurance. Donc ça coûte des sous. Aujourd'hui, on paye, on a des sinistres cyber en France. L'assurance cyber, ça a démarré en France depuis 7-8 ans à peu près. Là, on commence à avoir des sinistres depuis 2 ans. Donc, c'est jamais des sinistres de fuite de données personnelles. C'est massivement des crypto-lockers, c'est des ransomware, à plus ou moins grosse échelle. Donc, aujourd'hui, on paye des sinistres. Le plus gros que je connais, moi, sur le marché français, il se situe aux alentours de 20 millions d'euros. C'est une boîte qui s'est fait taper par un très gros ransomware. Il y avait une très grosse rançon derrière aussi. Donc ils ont perdu, de mémoire, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils ont perdu ils ont dépensé entre 8 et 10 millions d'euros pour survivre et redémarrer et mettre leur Active Directory décrypté. Donc il a fallu qu'ils remontent tout derrière. Donc ils ont dépensé à peu près 8 à 10 millions d'euros pour redémarrer, reconstruire, et ils ont perdu à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la période. Donc effectivement, ça va coûter 20 millions. C'est un des plus gros sinistres qu'on a connus. Après, sur des PME, parce qu'on a beaucoup de sinistres sur les tout petites entreprises, des entreprises où il va y avoir 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Là, les sinistres, en général, ils sont toujours en plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions d'euros. Donc, quand vous achetez une assurance cyber, en fait, vous avez à votre disposition un capital qui a été défini lors de l'achat, 500 000 euros, 1 million, 5 millions, 10 millions, voire plus sur le marché, on en trouve beaucoup. Qui va vous permettre justement de gérer la crise à ce moment-là. Merci. Merci Luc. Donc Hervé, suite à ces différentes interventions, j'ai pu comprendre que tu avais eu à gérer toi-même une crise récemment. Donc
Comment es-tu préparé? Est-ce que tu avais bien passé cette phase de préparation? Est-ce que tu étais assuré? Voilà, comment tu as mis et comment tu as pu utiliser, comment tu as pu gérer cette crise? Alors, quelques éléments de contexte pour bien comprendre, puis après je vous raconterai un petit peu rapidement l'enchaînement des événements. Donc, Sodifrance, c'est un groupe de 1200 personnes. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans là-bas, donc en 2014, avec deux missions en fait. La première, donc, de créer une activité de cybersécurité, donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on a une équipe du pentest, du conseil, un SOC, etc. Et puis la deuxième volet de mon activité, c'était de prendre la responsabilité de RSSI de l'entreprise. Même si Sodifrance était une entreprise qui était relativement bien sensibilisée à la sécurité, il y avait besoin de mettre en place une gouvernance, enfin voilà, d'essayer d'homogénéiser un peu les choses. Donc en 2014, on a souscrit une assurance cyber, c'est une des premières choses qu'on a fait. Et puis mi-2015, on a démarré un projet de certification ISO 27001. On a mis quand même un petit peu de temps pour le faire. On a été certifié en 2017. Et donc, dans la norme 27001, si certains d'entre vous la connaissent, il y a un certain nombre de choses en fait, qui permettent de gérer justement les crises, en tout cas de les anticiper, de les préparer. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser la norme, non pas de manière scolaire. L'objectif pour nous, c'était pas d'obtenir un certificat, c'était réellement de mettre en place une sécurité vraiment opérationnelle. Donc on s'est servi de la norme comme un outil. Et donc on a mis en place des choses, des procédures de gestion des incidents, des procédures de remontée de log, de collecte de preuves, de continuité, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que la grosse difficulté du RSSI, c'est son plus gros problème, et c'est aussi en ça que la norme peut aider, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur le SI. Dans une entreprise de cette taille, avec des agences un peu partout en France, c'est quand même relativement compliqué, mais disons qu'au niveau de Sodifrance, on avait réussi à... J'avais quand même une bonne vision de ce qui se passait. En 2016, on a racheté une entreprise de 450 personnes, je dirais avec une politique un peu différente. Donc eux, au niveau sécurité, par contre, pour le coup, ils partaient de zéro. C'était un esprit un peu start-up quand même, malgré tout. Donc les gens installaient un peu tout, n'importe quoi, un peu partout. Et moi, j'ai tout de suite décelé qu'on pouvait avoir un problème. Ceci dit, c'était extrêmement difficile d'avoir une vision de ce qui se passait vraiment. Et très honnêtement, on aurait pu passer énormément de temps pour essayer de voir ce qui avait été monté. Et puis, début 2018, on a eu à faire face à une crise. Et alors, comme ça arrive souvent quand on ne l'a pas prévu, c'est arrivé pendant des congés, c'était bon, super. Un de nos clients nous a remonté le fait qu'il avait trouvé sur Internet des données le concernant qui émanaient d'un serveur qui nous appartenait. Voilà. Donc, mes collaborateurs en fait, ont activé la cellule de crise tout de suite. Donc, moi, j'étais prévenu, j'avais eu mes vacances évidemment. On a prévenu l'assureur. Donc effectivement, je vous confirme que dans ce cas-là, il y a une assistante, puisqu'on nous a nommé une avocate qui était là pour nous apporter du conseil. Et puis on nous a proposé l'assistance. Donc dans ces cas-là, en général, la société d'assurance doit vous proposer un certain nombre de noms de sociétés tiers, donc des spécialistes de la sécurité. Donc, nous ont proposé une boîte française, mais qui était concurrente de la nôtre, donc j'ai refusé que ce soit ces gens-là qui nous assistent. Et puis donc on a choisi un cabinet, un grand cabinet anglais. Alors, donc tous les jours à 11h, j'avais un point avec ces personnes, donc qui étaient censés nous aider. En parallèle, évidemment, nous on n'a pas attendu, moi j'ai mobilisé toute l'équipe pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Donc la première chose, évidemment, c'était d'éteindre le feu. Quand on a comme ça, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un serveur wiki qui a été monté par des développeurs avec des données clients qui leur permettaient d'accéder à des machines à distance et des choses comme ça, donc pour faire leur développement. Il y a un administrateur qui a rajouté des utilisateurs sur le wiki, et puis il a fait une fausse manip, et il a exposé le serveur en fait sur Internet. Et puis dans la nuit, ça a été référencé par Google. Voilà, ça c'est un truc. Première chose, comment on fait pour faire déréférencer dans Google en fait ce genre d'informations? Ça, on pourrait faire un sondage, je suis pas persuadé que tout le monde sache comment faire dans la salle. Nous on ne savait pas non plus, donc on a appris. Donc on a pris contact avec Google, donc on a réussi à faire ça en moins de 24 heures. Ils ont été super réactifs, bon, ils ont l'habitude en même temps je pense. Donc de ce point de vue là déjà on a réussi à faire ça. Et puis ensuite on a utilisé, et c'est en ça aussi qu'on a pu éprouver notre système de management, on a utilisé en fait tout ce qu'on a mis en place pour
retracer en fait ce qui s'était passé pour en arriver justement à établir que c'était bien une erreur humaine. Donc on a exploité des logs, etc. En parallèle, la boîte qui était censée nous assister finalement ne nous a pas apporté grand-chose parce qu'on a trouvé finalement avant eux ce qui s'était passé et on a pu donc comme ça quasiment en moins de 72 heures on a pu gérer l'incident. Voilà. Après, il y a toute une phase évidemment. Alors c'était avant le mois de mai 2018, donc on n'était pas tenu de première équipe. Malgré tout, évidemment, une fois qu'on a mis la situation sous contrôle, il a fallu quand même se poser des questions, bien évidemment communiquer. Et ça, c'est super important. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire communiquer sur ce genre d'incident. C'est aussi une manière de se soigner et c'est aussi une manière, en toute transparence, hein, sinon ça ne sert à rien de faire de la sécurité si on n'est pas prêt aussi à subir ce genre d'incident. Donc on a pris la décision avec le COMEX de prévenir en fait les clients qui étaient impactés par cet incident. Donc, on a mis en place un numéro vert, moi j'ai fait un mail à tous les gens. Alors on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous les contacts. C'est-à-dire que là aussi c'est ça qui est intéressant. Quand on fait des exercices, ça peut nous aider. Malgré tout, quand ça arrive pas souvent sur ce sur quoi on avait prévu que ça arrive. Et donc on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les bons contacts. On n'avait pas forcément non plus en tête les chaînes de réponse côté client. Ça, c'est un point qui est super important. C'est-à-dire que chez le client, il y a peut-être déjà une chaîne de réponse à incident. Et nous, on est prestataire, donc on se doit de la connaître. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le client nous la communique. Et si nous la communique pas, il faut qu'on lui la demande. Parce qu'à ce moment-là, ça commence par quel est le point de contact, qui est le point de contact chez le client, à prévenir justement en cas de problème. Toujours j'ai-il qu'on a réussi à prévenir quand même tous nos clients. Ce qui a été d'ailleurs très apprécié parce qu'on a eu plein de retours positifs en fin de compte de la part de ces clients qui ont apprécié le fait que justement on les prévienne, qu'on leur explique ce qui s'était passé, qu'on leur donne aussi la garantie que leurs données n'étaient plus accessibles. Donc là, on a utilisé notre SOC, on avait un outil de threat intelligence, donc on a scanné le dark web, on a scanné les réseaux sociaux, on l'a fait pendant 6 mois pour s'assurer que sur une période quand même assez longue, il n'y avait pas de ces données qui pouvaient circuler sur le web. Donc ça nous a permis aussi de donner la garantie à nos clients que le secret de ces données avait été préservé. Et donc on faisait des réunions de crise avec le COMEX tous les jours pendant 15 jours. On a clôturé la crise au bout de 3 semaines. Et donc on a fait le fameux réflexe évidemment, puisque ça a mis évidemment en évidence pas mal de choses qu'il fallait améliorer. Merci. Donc merci pour ce premier tour de table. Donc, je pense que vous avez eu pas mal d'éléments. L'idée maintenant c'est de vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon je prendrai parmi les questions que vous avez envoyées. Dominique Rigan, dans son introduction, mentionne le fait que attendez. Donc Dominique Liban, dans son introduction, mentionnait le fait que pour se préparer à faire face à une crise, il faut préparer la totalité du personnel, y compris le plus petit. Est-ce qu'on entend par là uniquement le personnel informatique ou la totalité de l'administration, par exemple? La totalité. Donc, alors, évidemment, le message n'est pas le même quand vous adressez au président directeur général ou à un ministre que si vous adressez à une secrétaire. Et entre autres, il faut leur apprendre à ne pas dire des choses à l'extérieur sans autorisation, etc. Donc, quand vous coupez par exemple l'accès à Internet, ça va vite, hein, les gens comprennent vite qu'il se passe quelque chose. Donc vous avez intérêt à expliquer rapidement que j'ai tout dire, mais vous n'avez pas le droit de mentir. Vous avez le droit de mentir par omission, mais pas de mentir sur les sujets. Donc il faut que ça se prépare, je veux dire, attention, c'est une crise, vous devez tenir votre langue, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous le faites remonter à un tel, et qu'ils sachent à qui ça va. Question sous-jacente, cela implique effectivement la DRH. Implique, pardon. La DRH. Bien sûr. Absolument. La DRH et les finances aussi.
En complément, ce qui est très important dans ce que M. Riban a dit, c'est d'avoir les outils qui permettent aux gens de faire remonter, on va appeler ça des rapports d'étonnement notamment, c'est que tout le personnel, et y compris donc le personnel le plus opérationnel est vraiment sur le terrain, c'est eux qui sont en contact finalement avec tout ce qui va pouvoir venir affecter l'entreprise. Les tentatives d'escroquerie, les mails piégés, les faux liens, tout ça, c'est eux qui sont le premier contact finalement. Donc il est important que, un, ils soient sensibilisés à reconnaître ce type de choses, et deux, ils soient conscients de savoir comment, par quels moyens je fais remonter ça. Donc il faut que ces moyens existent et qu'ils soient simples à utiliser. S'ils ne sont pas simples, ils ne feront rien remonter. Et j'ajoute qu'il faut qu'ils comprennent que même si c'est eux que vous faites bêtises, il ne faut pas commencer par les pourrir, parce que la fois suivante, vous n'aurez pas la fin. Il faut au contraire les encourager. Après, à la fois, on analyse, voilà, là ce que vous avez fait qui n'était pas bien, etc. Et sur le coup, il faut au contraire encourager. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Alors, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Du coup, je vais poser une question qui a été envoyée. Alors, une question pour vous également, M. Riban. C'est une question spécifique sur la MSN. Donc, la MSN a-t-elle prévu un accompagnement en cas de crise remontée, notamment dans le cadre d'un OIV? Alors, oui, évidemment. Ça fait partie de l'émission principale, que ce soit le gouvernement, les OIV, c'est prioritaire. Mais également, aujourd'hui, on commence à regarder comment on peut aider les entreprises plus petites, en particulier la petite entreprise dont je parlais tout à l'heure. Le principe qu'on a adopté, c'est en primo-intervenant, c'est nous. Donc, j'envoie mes équipes, essayer de comprendre ce qui s'est passé et de vérifier si c'est vraiment une attaque, donner les premiers conseils. Et ensuite, si vraiment, soit on sait gérer entre l'entreprise et nous, donc ça en reste là. Si ce n'est pas le cas ou si c'est une crise vraiment trop importante, à ce moment-là, on conseille à l'entreprise des prestataires de réponse à incident de sécurité, de façon à les aider à travailler, à pouvoir mettre en place un certain nombre de matériel dans le système d'information qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé, etc. Et en général, ensuite, ce travail se fait à trois, c'est-à-dire le prestataire qui aide, l'entreprise bien évidemment, et nous. Et on reste évidemment en conseiller de l'entreprise. Les cas que j'ai eus, les entreprises nous ont plutôt écoutés. Donc ça a été franchement positif et il y a eu une très très bonne collaboration entre les trois. D'accord, donc on vous sollicite au travers du formulaire de... Alors pour les OIV, il y a un formulaire de déclaration incident, enfin, il y a aussi le téléphone, il y a une astreinte permanente à 24 à l'MSN, donc il y a la difficulté à prévenir. Après on réagit, et puis bien sûr il y a la déclaration incident, et les petites entreprises peuvent toujours nous appeler pour demander des conseils, et si on peut, on n'est pas débordé, on les donne, sinon on réoriente vers des entreprises qui sont capables de les aider. D'accord, merci. Question dans la salle où je continue. Donc, une autre question, peut-être pour toi Luc, quelles sont les obligations légales concernant la communication d'un incident cyber? On parle effectivement, on parlait tout à l'heure RGPD. Alors, oui. Pour le coup, dans la question, il est précisé CNIL, RGPD. En fait, aujourd'hui, il y a deux grands domaines qui sont couverts, je dirais, par les lois. Il y a le premier domaine qui touche tout ce qui est données personnelles. Donc là, on a le règlement général de protection de données qui était entré en vigueur en mai dernier, mais bon, la loi de Dodd-Frank 78 qui était déjà pas mal et qui marchait très bien. Donc en fait, à partir du moment, je disais la loi de Dodd-Frank qui quand même était très claire, il disait à partir du moment où une entreprise stocke ou traite des données personnelles, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne humaine, physique. Donc ça couvre énormément de choses. Donc à partir du moment où une entreprise traite des données personnelles, elle a l'obligation de les maintenir confidentielles. Donc s'il y a une perte de confidentialité, une suspicion de perte de confidentialité, on ne va pas chercher à montrer que l'entreprise a fait une faute ou pas, elle est responsable en tout état de cause. Donc dès qu'il y a une fuite de données personnelles, dès que l'entreprise est prévenue par un tiers ou qu'elle découvre par elle-même
qu'il y a potentiellement des données personnelles qui sont parties dans la nature, il faut prévenir donc la CNIL. Je ne sais pas si à Monaco c'est la CNIL. CCIL. Pour tout ce qui va toucher les données personnelles. Ensuite, sur le deuxième domaine, où là on est plutôt sur le domaine cyber et sécurité informatique, risque informatique, risque cyber de façon plus large et générale, vous avez, en France, il y avait la loi de programmation militaire qui impliquait aux entreprises qui sont catégorisées comme OIV de remonter vers leurs autorités, donc l'ANSSI ou la NSM, ici probablement lorsqu'elles ont une suspicion d'attaque informatique, je n'ai pas les termes exacts. Après, on a le règlement, il y a la directive Nice qui est arrivée aussi l'année dernière, et dont on a beaucoup moins parlé, et qui en fait, je suis quelqu'un qui simplifie toujours tout à l'extrême, c'est plus facile pour moi. La directive Nice, en fait, elle va étendre ce que la LPM imposait aux OIV à d'autres entreprises, moins critiques pour l'État, mais critiques pour le fonctionnement économique des pays. Donc là, il y a des obligations, effectivement, de notification, donc ça doit être toujours les mêmes autorités, je crois. Donc en gros, c'est attaque informatique, il faut se rapprocher des autorités ANSSI ou ANSM. Fuite de données personnelles, c'est CNIL ou CCIL, c'est les deux grands domaines. Pour compléter, à Monaco, c'est la loi 1435 du 13 novembre 2016, si j'ai de mémoire, dans son titre 3, qui est l'équivalent de la loi de programmation militaire en France, et donc qui définit les règles et les obligations des opérateurs d'importance vitale. Donc effectivement, les OIV ont l'obligation de nous rendre compte sous un délai, je n'ai plus le délai en tête, mais je crois que c'est les plus brefs de toute façon, mais je crois que c'est 24 heures maximum de mémoire, mais je me trompe pas. Et évidemment, les fuites de données personnelles, c'est la CCIL. À Monaco, on a considéré qu'on ne ferait pas, pour la directive Nice, on ne ferait pas des opérateurs essentiels et des OIV, on n'a que des OIV, et donc la règle est la même pour tous les opérateurs, qu'ils soient essentiels ou importance vitale. À Monaco, c'est la même chose. Oui, j'ajoute par rapport à ça, pour nous on n'est pas OIV, on n'est pas tenu ni par Nice ni par les PM, mais quand la question s'est posée justement de savoir s'il fallait communiquer, donc on avait posé la question derrière l'avocat, on n'a pas eu une super réponse pour être honnête. Il faut qu'on change d'assurance. Mais elle avait laissé ça à notre jugement, à notre appréciation, ce qu'on avait trouvé quand même assez étonnant. Mais en fait, imaginez ce qui se serait passé, c'est ce que j'ai dit au PDG, imaginez ce qui peut se passer si on ne communique pas, si des clients découvrent sur le tard qu'il y a des données à sécuriser en fait, qui leur appartiennent, qui viennent de chez nous, qui ont été dérobées, qui ont été utilisées. Donc ils vont forcément se retourner contre nous, et forcément ça va aller très mal pour nous. Donc dans tous les cas, de toute façon, même si on n'est pas forcément tenu par la loi de le faire, pour moi c'est une évidence qu'il faut le faire. Et l'expérience nous a montré qu'en fait ça a été pris super positivement. Et moi j'ai eu d'autres exemples de clients avec qui j'en ai discuté, qui ont connu de la part d'autres prestataires des incidents comme ça où les prestataires ont fait la politique de l'autruche, n'ont pas du tout communiqué, où c'était beaucoup moins clair. Et ils n'ont pas du tout apprécié, quoi. Forcément, aujourd'hui, il faut communiquer sur les incidents. Je pense qu'on va tous apporter notre petite pierre, mais alors là, on sort du cadre légal de l'obligation de communiquer, mais je rebondis sur ce que Hervé a dit. Oui, la transparence est une vraie stratégie de communication, il faut être transparent. Alors encore une fois, on ne ment pas, mais on peut mentir par omission, on n'est pas obligé de tout dire. Transparence, hein, c'est pas une rééducation politique, on va tout mettre sur la table. Donc on a quand même des stratégies et on a des objectifs. En revanche, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il ne faut pas communiquer forcément trop tôt. Si on communique trop tôt, on n'a pas une vision complète des choses, on peut être amené à sous-estimer ou surestimer le risque, dans les deux cas c'est mauvais, et devoir ensuite revenir, recommuniquer derrière avec un message différent, et ça c'est très très mauvais. Voilà. Donc il y a le juste milieu à trouver dans la communication, dans le temps de communication. C'est effectivement important de ce qu'il vient d'être dit, et on se prend très vite les pieds dans le tapis quand on veut communiquer trop tôt. Pour savoir si vous devez communiquer, je vais vous
donner une bonne méthode qui est celle qu'on applique sur les bâtiments. Sur les bâtiments, c'est les bateaux, hein, parce que je suis marin évidemment. À un chef de quart, le commandant le dit toujours, si vous vous posez la question de savoir si vous prévenir le commandant, c'est que vous auriez déjà dû le faire. Donc posez-vous cette question. Quand vous commencez à vous poser la question, c'est qu'à mon avis, il faut que vous auriez déjà dû le faire. Merci. Une question? Bonjour à tous, moi j'avais une question sur la partie assurance cyber. Je voulais savoir quels sont les critères qui sont pris en compte par l'assureur pour calculer le coût qui sera facturé à l'entreprise de l'assurance cybersécurité. Alors les actuaires, la base de l'assurance c'est l'actuariat, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur des données statistiques pour évaluer le montant moyen des pertes qu'il pourrait y avoir en fonction de toutes les expériences. Le problème, c'est qu'en cyber, on n'a pas de données statistiques, on n'a pas d'expérience. Je ne dirais pas que c'est le petit doigt mouillé parce que c'est pas crédible et puis ça ne fait pas sérieux surtout. En fait, aujourd'hui, après ça dépend un peu des compagnies d'assurance, ça dépend de leur méthode de fonctionnement et de leur mode de fonctionnement. Dans la compagnie dans laquelle je travaille, Bisley, on est une compagnie qui s'est spécialisée dans certaines niches, dont dans l'assurance cyber. Et quand on est sur l'assurance cyber, on part du principe que quand on souscrit un contrat, donc quand on va mettre en place un contrat d'assurance pour une entreprise, on sait qu'on va payer le montant du sinistre, on va le payer à un moment ou à un autre. Donc on va essayer d'estimer pour nous à combien s'élève le coût de mobilisation du capital. Donc on n'est pas sur des éléments techniques, parce que c'est assez terrible à dire, mais si je prends une entreprise qui fait entre 25 et 50 millions de chiffre d'affaires, en assurance cyber, elle va payer une prime qui va être entre 5 à 10, peut-être 15 000 euros par an, grand maximum. Moi, je suis assureur, mettons que je prenne une prime de 10 000 euros par an. Si je disais, je vais faire évoluer ma prime avec des critères techniques. Donc, je vais aller voir si l'entreprise, non seulement elle fait des sauvegardes, mais en plus, c'est ce qu'elle teste. Je vais demander à un prestataire d'aller faire des tests d'intrusion avec l'accord d'entreprise. Tout ça, ça va me coûter de l'argent pour les faire, toutes ces analyses-là. Et je vais très vite manger la prime que j'ai enfoncée. Donc finalement, je n'ai pas besoin d'informations techniques pour l'entreprise. Ma prime, je vais la fixer en fonction de combien ça me coûte de mobiliser du capital pour pouvoir payer les sinistres, parce que je sais que je vais les payer. Donc en fait, on regarde quand même le risque d'une entreprise. Sur des grosses entreprises, je dirais sur les entreprises qui sont au-delà du milliard de chiffre d'affaires, très souvent on fait une réunion en fait, avec l'entreprise où elle va nous présenter en fait sa politique de sécurité. Et que nous, en tant qu'assureurs, on n'est que des assureurs. On n'est pas capable de juger si l'entreprise elle est techniquement bonne dans sa politique de sécurité ou pas. La chose qui nous importe le plus, c'est que l'entreprise, elle est consciente qu'elle a des risques et qu'elle ait décidé de les gérer. Et je pense que pour gérer les risques d'une entreprise, eh ben, les plus à même de les gérer, c'est l'entreprise, c'est pas l'assureur. Donc on va beaucoup plus se focaliser sur la maturité, la sensibilité de l'entreprise, beaucoup plus que sur les critères techniques pour fixer la prime. Ouais, j'apporte ma pierre aussi. Donc, quand on a souscrit le contrat avec la société avec qui on travaille, donc on nous a demandé de remplir un questionnaire sécurité. On l'a fait très honnêtement. Et je pense qu'il faut le faire très honnêtement. Il ne faut pas chercher à enjoliver la réalité. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en être déduit par la suite par l'assureur, mais par contre, j'ajouterais que cette question de maturité est importante. C'est-à-dire, vous disiez au début, il ne faut pas choisir un contrat d'assurance cyber en disant on est tranquille et ça nous exonère de faire ce qu'il faut. À mon avis, il faut sûrement faire ce qu'il faut avant en matière de sécurité, peut-être avant de souscrire l'assurance cyber. Ou en tout cas en parallèle, parce que là, il y a un problème. C'est quand même là-dessus aussi qu'on peut être, entre guillemets, jugé. C'est sur notre capacité à réagir, notre capacité à traiter l'incident et à démontrer qu'on a bien fait les sauvegardes qu'on avait dit qu'on avait fait,
On a bien fait les pen tests qu'on avait dit qu'on fait tous les ans, etc. quoi. Alors, je suis peut-être un peu vieille école, mais effectivement, l'assurance, dans ma vision, ça prend le risque résiduel. Ça couvre ce que l'entreprise n'a pas pu ou souhaité gérer, voilà, qu'elle ne peut pas éviter. Donc, alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça a un peu évolué dans la vision des assureurs, mais pour moi, la maturité vient de là, c'est qu'on commence à identifier les risques, on les traite, ou ensuite on les délègue, et on les délègue essentiellement à l'assurance par exemple. C'est vraiment, oui, c'est le risque résiduel, mais le risque résiduel, c'est le problème quand on parle de risque résiduel, c'est que souvent on va avoir des entreprises qui vont dire bon, je vais mettre en place ma protection, je vais mettre en place ma prévention, et puis une fois que j'aurai tout fait, même si ça reste vivant, je vais essayer d'évaluer mon risque résiduel pour le transmettre à l'assureur. Et donc du coup, je ne le transmets jamais parce que c'est impossible d'évaluer. C'est totalement impossible d'évaluer le risque résiduel. Aujourd'hui, quand vous souscrivez un contrat d'assurance, ce que je disais au début, vous achetez en fait un capital financier qui sera mis à votre disposition en cas de crise, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Les assureurs, on doit gérer le sinistre d'un assuré, donc on doit le financer, mais on doit aussi garder en tête qu'un élément comme notre PTA ou Anacry, ça va toucher une énorme quantité de nos assurés, donc il faut qu'on puisse tous les financer, parce que c'est pas au premier. On ne va pas payer pour le premier, puis pas payer pour les autres, on doit pouvoir payer pour tout le monde. C'est un des gros sujets justement dans l'assurance aujourd'hui, qui est ce risque de cumul. Donc c'est vraiment, en fait, en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est estimer votre entreprise. Vous dites, voilà, aujourd'hui, si vous avez une crise cyber, il faut faire intervenir des consultants ou d'entreprises, des gens spécialisés en situation de crise. Bon, alors, quand c'est les gens de la FNSM ou de l'ANSSI, ils ne facturent pas. Si vous facturez, on pourrait. Donc, encore, voilà. Le jour où ils vous factureront, l'assureur le remboursera, de toute façon. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais les sociétés privées vont vous facturer. Les sociétés privées vont vous facturer, et un consultant spécialisé en situation d'urgence, c'est quoi? C'est minimum, c'est 5 à 15 000 par jour. Ouais. Un peu moins et tout, mais donc en fait, il faut dire très vite, ça va monter, vous additionnez un peu de perte de chiffre d'affaires, vous additionnez tous les coûts internes, des choses à refaire, à tout, etc. Donc ça monte très vite. On est incapable d'estimer un sinistre à l'avance. Donc il faut, on prend un capital, et puis on espère qu'on en a assez. Je voulais juste compléter, quand j'étais à l'ANSSI, et depuis que je suis ici, j'essaie de faire la même chose. Mon rêve, c'est d'avoir des assureurs qui disent si vous vous protégez, si vous faites des audits propres, de façon à garantir, apporter un certain nombre de garanties, votre prime d'assurance, elle va baisser, mais l'économie que vous faites, vous la réinvestissez dans la sécurité. Parce que dans ce cas-là, l'entreprise, ça ne coûte pas peu cher, l'assurance, finalement, il est gagnant, et moi, je peux partir en vacances. Donc, c'est vachement bien. On part d'une prime de 10 000 € et puis je vous ferai un rabais de 1%, vous allez réinvestir 100 € dans la cybersécurité, ça va pas être énorme. L'assurance qui coûte plus cher. Merci.